Bonjour aux parieurs et aux amateurs de MMA. Bon, vous commencez à connaître ma régularité d'horloger. À vous de décider si c'était ironique ou pas. Ouais, plus sérieusement, je pense que maintenant je vais tenter de faire toute la main card pour les UFC numérotés et faire le main et co-main event pour ceux qui ne le sont pas. Parce que malheureusement ça me prend beaucoup trop de temps de faire toute la main card. Donc si je le faisais pour toutes les cartes de l'UFC, ce serait juste pas possible. Petite précision évidemment, je serais pas aussi exhaustif pour les combats qui ne sont pas des main ou co-main. C'est pas pour autant que je serais moins efficace, hein, parce que des fois au final, à trop vouloir chercher la petite bête, à trop être précis, on finit parfois par perdre de vue l'ensemble, et c'est ce qui au final compte le plus. Alors c'est pour ça que moi je fuis autant que je le peux les inventaires à la Prévert, comme peuvent le faire des Dan Hardy ou d'autres où pendant 30 minutes il faut décortiquer un combat, voire une séquence de 30 secondes, c'est bon. Moment il faut arrêter, ça permettra pas de prévoir quoi que ce soit, quoi. Ça a un intérêt si vous pratiquez. Si vous faites du MMA vous-même, oui, que là vous verrez les petites subtilités, les petites nuances, tout ce qui peut vous permettre de vous améliorer. Mais pour celui qui s'intéresse juste au pronostic, qui veut juste se faire une idée globale de qui a la meilleure chance de l'emporter, franchement ça sert à rien. C'est même, je dirais, contre-productif, ça peut même vous induire en erreur. Puisque même les combattants hors du top 20, ils ont peut-être une technique particulière, une chose très spécifique qu'ils font mieux que tous les autres. Et inversement, là, vous pouvez avoir les meilleurs de tous les temps, des Georges Saint-Pierre ou des John Jones, qui font un truc mais mal. Mais si vous voulez, c'est pas grave, parce que c'est compensé par tout le reste. Donc voilà, c'est juste pour préciser encore davantage ma vision des choses, pourquoi je fais ce que je fais, comment je le fais, etc. Mais sur ce, passons au combat. Hooker, il fait 1m83 pour 192 cm d'allonge. Il est en pied d'appui droitier, il ramène difficilement ses mains sous son menton pour se protéger. Il utilise surtout son menton pour survivre, hein. C'est pas la technique la plus efficace pour protéger son cerveau. Il est en déséquilibre vers l'arrière quand il envoie ses low kicks. Il utilise un mix entre une garde ouverte avec les bras vers l'avant et un pulse. Il se déplace plutôt bien, mais il a cet énorme défaut d'être si régulier, si cadencé dans son rythme de déplacement qu'il devient vraiment prévisible. Contre Jailin, il était prudent, des bons mouvements de buste, d'esquive, mais il manquait de mise en place, il le feintait peu. C'est un combattant pour lequel apprendre à changer de jambe d'appui serait profitable, ça casserait un peu son rythme monotone. Son rythme, pour le coup, trop régulier. Il manque de précision en anglaise. En général, défensivement, il est plutôt attentif au premier round. Puis, il jette par la fenêtre tous les bons réflexes pour se protéger juste après. Dès que le premier round est fini, il se protège très mal. Et surtout, il n'a ni la puissance ni la vitesse pour faire hésiter l'autre. Mais son volume d'attaque compense à peu près cette lacune. C'est un lutteur correct. Il a montré une capacité à défendre en jiu-jitsu contre Puelles, mais voilà, je dis bien moyen, puisqu'il a du mal à faire avancer ses positions, il est parfois un peu trop passif, et il attend un peu que les choses se passent par moment. Gamrot, il fait 1m77 pour 179 cm d'allonge. Son combat contre Jalin Turner, c'est un bon comparatif, puisque ce dernier, il a à peu près les mêmes dimensions que Hooker. Dans celui-ci, s'il se déplaçait beaucoup avec des pas de côté, il s'est contenté, pendant la majeure partie du combat, de se déplacer sur le côté par des pas chassés, des pas de côté, avant de foncer en ligne droite vers Turner, quand il était sur l'offensive, ce qui lui a coûté cher en dégâts absorbés, puisqu'il s'est souvent fait contrer dans ces moments-là. De plus, il n'envoyait qu'un coup dans ses charges vers l'avant, au lieu d'envoyer des combinaisons, de coller Jalin, de lui mettre la pression après avoir réussi à casser la distance, pour profiter des grands bras de Jalin qui l'empêchaient de répliquer efficacement à mi-distance et courte distance.
Malgré ses défauts, debout la rapidité de Gamrot et sa capacité à lancer ses amenés au sol à peu près n'importe où, n'importe quand dans le combat, sans trop de mise en place, va peser dans tous ses combats. Une fois au sol, il a cette qualité des lutteurs de haut niveau de bouger simultanément le haut du corps et le bas du corps, ce qui permet de passer les gardes en Jujitsu de ses adversaires, de sortir plus facilement de la garde ou de la half guard en Jujitsu qu'a placé son adversaire. Je dirais que le fait que Hooker soit davantage dangereux dans l'accumulation de frappes que dans une ou deux frappes isolées, ça devrait permettre à Gamrot de réitérer le combat qu'il a eu contre Turner, mais en beaucoup plus facile. Puisque contre Turner, il suffisait d'une ou deux frappes pour qu'il prenne cher, ce qui le forçait à beaucoup s'éloigner, à beaucoup se déplacer. Il aura sûrement moins à le faire contre Hooker. Il faut ajouter à cela la passivité de Hooker une fois qu'il se retrouve sur le dos, en bottom position, car à ce moment son manque d'activité pour empêcher son adversaire de prendre la position montée ou pour se relever, combiné aux très bonnes et très dynamiques amenées au sol de Gamrot, doublé de son talent pour passer la garde de Jujitsu de ses adversaires, sont la raison pour laquelle je vais être obligé de pencher du côté de Gamrot, qui devrait l'emporter au deuxième ou troisième par soumission. Hooker à 3,25 et Gamrot à 1,27. J'ai beau voir une victoire de Matthäus, les côtes sont quand même un brin exagéré. Si je devais me prononcer, ce serait plutôt du 2,40 Hooker et 1,55 Gamrot. Mais ça reste le favori dont je suis le plus sûr sur cette carte. Li Jingliang, il fait 1m83 pour 183 cm d'allonge. Il est en pied d'appui droitier, mais il est à l'aise en pied d'appui gaucher. Il a une garde mobile dont il change le niveau sans arrêt, et ça sert à occuper l'attention de son adversaire, à le faire hésiter par des feintes, le tout pour compenser le manque de déplacement de Jingliang. Son point fort, c'est son explosivité, puisque sur 11 victoires à l'UFC, il en a 8 par KO. Son gros défaut, c'est qu'il tourne trop le corps, surtout en anglais, juste avant de frapper, ce qui le rend très prévisible et facile à lire debout. En grappling, il initie rarement les amenés au sol, aussi le combat devrait rester debout. Carlos Pratt, il fait 1m85 pour 198 cm d'allonge, ce qui est une allonge exceptionnelle pour un welterweight. Il est léger sur ses appuis et se plante rarement dessus car il se déplace souvent. Il a les mains au niveau du ventre ou des hanches la plupart du temps. En théorie, ce n'est pas idéal, mais comme il n'est pas statique, c'est pas si grave. Il avance trop la tête, ce qui n'est pas positif, surtout contre les adversaires doués en contre pour charger rapidement, puisque ça fait plus de trajet à parcourir pour esquiver. Son volume de coups, il est assez bas, mais cela sert à garder son adversaire à longue distance, puisqu'il attaque surtout quand l'autre tente d'avancer sur lui, afin de passer en mi-courte distance. Un de ses gros points forts, ce sont ses coups de pied qu'il masque bien. Il ne tourne pas exagérément le corps, ou du moins il le tourne suffisamment tard pour que ça n'indique pas à son adversaire qu'il va envoyer un coup de pied. Pour ce qui est du grappling, comme il n'en a pas montré grand chose, à l'UFC je ne vais pas me prononcer dessus. Pratt, il devrait l'emporter par KO grâce à ses coups de pied qui seront faciles à placer contre Jingliang, qui a une garde pas spécialement efficace pour s'en protéger. Mais en plus, le manque de mobilité de Jingliang, ça devrait augmenter l'aisance de Pratt à trouver les failles avec ses coups de pied. 1,27 Pratt et 3,25 Jingliang. Là encore, comme dans la majorité de cette main card de l'UFC 305, on a des côtes plutôt déprimantes, même si Pratt devrait l'emporter. Jingliang, il n'a pas suffisamment de failles ou de déficit d'explosivité pour parier sans aucune crainte sur Pratt. Tuivasa, il fait 1m88 pour 191 cm d'allonge. Il est en pied d'appui droitier, il a une explosivité indéniable, c'est d'ailleurs sa principale qualité. Ses low kicks sont puissants, mais contre Rozenstruik, qui a une bonne expérience du kickboxing, ce dernier il devrait réussir à les check sans trop de difficultés. Il faudra qu'il soit patient, Tuivasa, qu'il laisse Rozenstruik initier les échanges pour le contrer à ce moment-là, le charger, mais bon, c'est mal engagé pour Tuivasa, vu la prudence de Rozenstruik et le jeu de jambes statique de Tuivasa. D'ailleurs, il marche plus qu'il ne fait de petits pas, ce qui est quand même très mauvais signe.
et une marque d'amateurisme. Bon, en plus, ses charges vers l'avant à Tuivasa, elles manquent de subtilité. Il les masque mal et il les prépare mal, ils sont faciles à anticiper. Après, il a un menton indéniablement solide. Et pour ce qui est du grappling, il ne devrait pas avoir à craindre grand chose de Rozenstruik. Rozenstruik, il fait 1m88 pour 198 cm d'allonge. Il est en pied d'appui droitier. Son jab, il est utile pour garder son adversaire à longue distance, pour faciliter le placement de son cross. Là-dedans, il est plutôt bon. Il a un volume assez bas tout le long du combat. Par contre, quand il accélère, il sait envoyer des combinaisons, il les place bien d'ailleurs. Donc, comme il a pu le faire contre Dokos. Il a tendance à attendre de voir une ouverture avant d'attaquer, ce qui le rend très passif contre les combattants compacts, prudents, dont l'approche est difficile à décrypter. Par contre, ça le rend redoutable contre ceux qui ont une défense poreuse, qui sont très basiques dans leur approche des combats. Il a une garde mobile qui lui permet de ne pas être trop prévisible, trop lisible pour son adversaire. Il fait des petits pas au lieu de marcher ou de faire des grands pas, ce qui permet de gérer la distance au mieux. Globalement, il a pris beaucoup de dégâts dans sa carrière, et son menton est sûrement moins solide que celui de Tuivasa. Du point de vue de l'adversité, les deux ont une expérience assez identique. Enfin, le grappling ne devrait pas compter dans ce combat. Autant l'un que l'autre, ils ne sont pas spécialement à l'aise dans ce domaine. Logiquement, la supériorité en termes de mobilité de Rozenstruik devrait lui permettre de garder Tuivasa à longue distance, et d'éviter la majorité des coups durs de ce dernier. Ainsi, l'arbitre devrait arrêter taille dans le troisième, à cause de l'accumulation de dégâts qui se prendra. Bon, par contre, petit détail qui me chiffonne, c'est le manque d'urgence qu'a Rozenstruik à faire des pas de côté lorsqu'il se retrouve dos contre la cage. Après, en contrepartie, c'est aussi qu'il attend que son adversaire fonce vers lui pour contrer. S'il a bien utilisé la cage, presque un peu comme un appui. Globalement, Tuivasa à 2,65 et Rozenstruik à 1,40. On ne serait pas en poids lourd, ça passerait. Mais en étant réaliste, les chances de chacun sont plus proches de 1,60 Rozenstruik et 2,20 Tuivasa. Puisque à plus de sûrement 110 kg, je pense pas trop m'avancer en disant ça, ça tombe vite. Ça tombe vite, mais ça fait un peu n'importe quoi au niveau technique. Les rageux, ne prenez pas les choses trop à cœur. Vous savez, sur YouTube, vous n'assistez pas à des cours magistraux en ingénierie. Si c'est ça que vous voulez, inscrivez-vous dans des prépas, hein, et ne me cassez pas les couilles. À tous les autres, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Et je vous retrouve pour la prochaine carte de l'UFC. Ici, rien qu'ici, on récolte la moitié du sel français. Et il est bon, hein.